Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et tous nos vœux pour cette année qui commence, qu'elle puisse être la meilleure des années possibles. Tous nos vœux et tous nos remerciements. Tous nos remerciements à celles et ceux d'entre vous extrêmement nombreux qui ont abondé notre campagne de financement participatif et qui l'ont fait très souvent en accompagnant leur contribution de messages qui sont aussi importants pour nous que leur contribution elle-même. Et puis, avant de commencer cette émission un peu particulière sur les États-Unis d'Amérique, quelques jours avant l'intronisation du nouveau président, je voudrais vous annoncer que, contrairement à ce que nous espérions, la semaine prochaine, l'émission n'aura pas lieu en public depuis l'école alsacienne. Tous les renseignements que j'ai pu récolter montrent que les autorisations ne seront pas données. Donc, nous ferons la semaine prochaine, le dimanche 10 janvier, une émission en public et en direct via Zoom, comme nous l'avons fait déjà à 2 reprises, émission suivie très normalement de la période de questions des auditeurs, là encore comme nous l'avons fait à 2 reprises dans les derniers mois de l'année dernière. Cette émission aura quand même un caractère particulier, en plus d'être en direct et en public, elle aura un invité. Et cet invité, c'est Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, parce qu'il nous a semblé que après le Brexit, mais aussi après ce qui s'est passé avec la Turquie en Méditerranée, ce qui s'est passé avec la Turquie au Karabakh, ce qui s'est passé avec la Russie entourée de difficultés de toutes sortes, et aussi ce qui s'est passé autour des décisions économiques prises par l'Union européenne et du plan de relance, il était intéressant d'avoir cette conversation avec le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Pour entendre en direct cette émission, qui bien sûr sera aussi enregistrée et diffusée comme toutes les autres, pour l'entendre en direct, il vous suffira de cliquer sur un lien Zoom que nous mettrons dans notre prochaine lettre d'information qui va paraître ce soir ou demain et que vous pourrez retrouver via Zoom, via Facebook et via Twitter sur les 3 comptes et même via LinkedIn, via les 4 comptes que j'y entretiens. Merci donc à vous et nous allons maintenant nous intéresser à la situation aux États-Unis et nous allons le faire avec François Bujon de l'Étang qui a vécu au total une vingtaine d'années dans ce pays, qui a représenté la France pendant 7 ans et qui auparavant y avait aussi travaillé d'ailleurs pas seulement pour représenter l'administration française, et avec Richard Verly, qui est le correspondant à Paris du quotidien helvétique Le Temps, et qui y a passé 1 mois et demi entre la mi-octobre et la fin novembre. Nous allons donc commencer peut-être par nous intéresser à la situation immédiate, et je pose à mes 2 amis la question: pensez-vous qu'un coup de théâtre, comme on l'a annoncé à plusieurs reprises, soit encore possible? François Bujon. Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis, mon cher Philippe, très sceptique sur l'éventualité d'un coup de théâtre. Il y aura des incidents, il va y en avoir de nouveau parce que M. Trump n'a pas renoncé à contester le résultat de l'élection. Il est seul à le faire et tous ces instruments juridiques ont les uns après les autres échoué, mais maintenant il se tourne plutôt vers des instruments politiques. D'abord, il encourage ses partisans au sein de la Chambre des représentants à faire le 6 octobre un dégagement à la Chambre pour contester le résultat du vote du collège électoral. C'est le 6 janvier, pardon, Janvier, oui, oui. évidemment, excusez-moi, le 6 janvier que la Chambre des représentants doit se saisir et donner son cachet, en réalité, au résultat du collège électoral, mais il y a une possibilité qui est un vote par lequel la Chambre désapprouverait, c'est une possibilité théorique, désapprouverait le résultat du collège électoral, le révoquerait en quelque sorte et nommerait sa propre liste de délégués pour voter à la place des délégués élus par le peuple le 3 novembre. Bon, c'est très théorique. Bien entendu, Trump a lancé un appel à ses partisans pour faire un dégagement à cette occasion. Il a demandé aussi aux sénateurs républicains de s'y joindre, ce qu'ils ne veulent pas faire. Le leader de la majorité
républicaine au Sénat a bien dit qu'il ne mangerait pas de ce pain-là. Et il y a quand même entre 120 et 140 représentants républicains qui feront probablement un dégagement le 6 janvier. Alors, il n'y a aucune chance, bien entendu, que ceci aboutisse, puisque la majorité à la Chambre des représentants est détenue par les démocrates et qu'au Sénat, si celui-ci devait être appelé à voter, une majorité, je pense, des sénateurs républicains refuserait de se joindre à une telle manœuvre. Mais il faut donc s'attendre encore à une manœuvre de dernier recours de M. Trump. Richard Verly? Oui, en ce qui me concerne, je m'interroge. Je m'interroge sur deux choses. D'une part, et François le disait à l'instant, il y a effectivement encore dans les mains de Donald Trump une carte majeure, une carte, on pourrait dire, de destruction politique massive. C'est le soutien dont il dispose dans une partie de la population et notamment la capacité qu'il a de mobiliser des électeurs, des gens qui lui sont favorables et qui sont prêts, ils l'ont déjà fait, à venir marcher sur Washington, à protester, voire à faire éventuellement le siège du Congrès. Ça, bien sûr, ça peut avoir un effet, en tout cas médiatique, assez dévastateur, alors que on s'attend à la transition prochaine et à l'arrivée de Joe Biden. Mais je m'interroge parce que je me demande si quand même, à un moment donné, l'homme d'affaires qu'est Donald Trump, soucieux de son avenir, ne va pas finalement abandonner ce terrain de la contestation, sûrement pas sur Twitter, là il va continuer d'éructer en disant qu'il a gagné l'élection, mais l'abandonner dans la rue, parce qu'il a sans doute bien conscience que plus il fait bouger la rue, plus il se met à dos les élus du Parti républicain dont il aura besoin s'il envisageait de se représenter, parce que les politiciens, ceux qui sont aujourd'hui élus, ceux qui siègent au Congrès du côté du Parti républicain, ne peuvent pas apparaître en quelque sorte comme des putschistes potentiels en prenant son parti. Donc je me demande si à un moment donné, dans les prochains jours, peut-être qu'on verra ce que va donner le 6 janvier, Donald Trump ne serait pas tenté finalement de simplement déserter la Maison-Blanche, peut-être d'une manière spectaculaire, peut-être sans rencontrer Joe Biden, mais en tout cas abandonnant le terrain de la confrontation pure et dure. François Bujon? Oui, juste en écho à ce que vient de dire Richard, moi je suis d'accord avec lui pour dire que beaucoup de politiciens républicains songent évidemment à leur propre avenir et qu'ils ne vont pas hésiter à abandonner, bien entendu, le bateau Trump. D'ailleurs, ils viennent de le faire dans un épisode qui date d'il y a à peine 48 heures, qui est le fait que le Congrès, ce qui inclut évidemment la Chambre des représentants, a décidé d'outrepasser le veto de M. Trump sur le budget de la défense et a renversé à la majorité des 2 tiers le vote du veto, overridden, comme on dit, le veto. C'est quand même la première fois que ça se passe dans le mandat de M. Trump. C'est la première fois que le président est ouvertement désavoué par sa majorité républicaine et ça montre bien ce que Richard indiquait, c'est-à-dire que tout le monde se préoccupe de l'avenir à court et moyen terme et que M. Trump pourra de moins en moins compter sur ses partisans élus. Alors, je me pose la question de savoir si, d'une manière générale, les analystes se sont trompés régulièrement depuis l'élection de Trump, d'abord en disant qu'il ne pourrait pas être élu, ensuite en disant qu'étant élu, il n'y arriverait pas, ensuite en disant qu'il n'aurait les plus grandes difficultés avec le Parti républicain, ensuite en disant qu'il était incapable de toute action sensée en matière de politique étrangère ou en matière d'économie, et enfin en disant qu'il avait, à l'inverse de ce qui avait été dit au début, qu'il avait entièrement mis la main sur le Parti républicain et donc sur les élus républicains, que par conséquent, il serait soit impossible à déloger, soit impossible à mettre à la marge. Est-ce que, François Bujon, est-ce que nous nous sommes en général trompés? Oui et non. Il faut être nuancé là-dessus. On ne s'est pas trompé dans la mesure où il a effectivement. Enfin, on s'est trompé au début en pensant que tout le monde s'est trompé au début en pensant que les primaires avaient été quand même laborieuses, qu'il avait fallu qu'il se défasse de 13 opposants successifs et qu'il allait devoir compter avec les leaders du Parti républicain qui n'acceptaient pas volontiers sa victoire. Ça a été vrai pendant quelques mois. Mais pour ma part, j'ai été très impressionné par la rapidité avec laquelle M. Trump a intégralement mis la main sur le Parti républicain. Moins de 6 mois après son élection, il avait déjà pris la haute
haute main sur l'ensemble du Parti républicain, et on a vu par la suite, avec les élections mid-term et les années qui ont suivi, qu'il avait tout à fait le soutien de la totalité du Parti républicain. Et je trouve même tout à fait extraordinaire qu'après qu'il soit apparu dès le 4 ou le 5 novembre, qu'en réalité, malgré ses cris de victoire, il avait perdu l'élection, les leaders républicains du Congrès ont continué à l'appuyer. Et il a fallu attendre quand même la mi-décembre, c'est-à-dire le vote du collège électoral, pour que le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, reconnaisse la victoire de M. Biden et accepte de le féliciter. Donc, les républicains sont restés quand même collés à Trump pendant 4 ans. Il y a eu très, très, très peu de voix dissidentes, on l'a bien vu. Il y a eu Mitt Romney, mais c'est très isolé. Il a pu compter sur ce parti. Donc, on ne s'est pas trompé, parce qu'en réalité, nous sommes 2 mois après l'élection, à 3 semaines de l'inauguration du nouveau président, et on en est encore à se demander combien de fidèles de M. Trump vont faire un ultime dégagement et un fort Alamo le 20 janvier. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Richard Verly. Oui, n'oublions pas tout de même, Philippe, qu'il y a un élément déterminant qui est intervenu en novembre, à savoir l'élection de Joe Biden. Et on a bien vu en Géorgie, durant toutes ces semaines post-scrutin présidentiel, qu'il y a au sein des effectifs du Parti républicain, tant au niveau des États qu'au niveau des élus fédéraux, eh bien, il y a des gens qui sont des légitimistes de la démocratie et qui ne sont pas prêts, encore une fois, à nier le résultat d'un vote pour la grâce de M. Trump. Donc, je crois qu'il était logique que désormais sa mainmise sur le parti se dissolve à partir du moment où il est avéré qu'il a perdu, et que même dans des États contrôlés par une administration républicaine, eh bien, la victoire de Joe Biden a été démocratiquement validée. Ça, je crois que c'est un élément très important pour expliquer l'état actuel du Parti républicain et également l'attitude de quelqu'un comme Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, majorité républicaine d'ailleurs, dont il faut savoir qu'elle est encore en balance, puisqu'il y aura ces 2 élections partielles en Géorgie au tout début janvier, pour 2 raisons différentes. D'une part, un sénateur sortant, et d'autre part, une sénatrice qui avait été nommée en remplacement d'un sénateur et qui va devoir affronter les urnes. Bref, si ces 2 sièges étaient emportés par les démocrates, ce qui paraît assez improbable, mais sait-on jamais, il y aurait un basculement de la majorité au Sénat. Mais en ce qui concerne le Parti républicain, moi, je voudrais apporter un témoignage de terrain, Philippe. C'est moi ce qui m'a frappé dans les États où je me suis rendu. Donc, je me suis rendu au Texas, je me suis rendu en Pennsylvanie, également dans le Massachusetts. Partout, j'ai vu qu'il y avait une différence entre les élus du Parti républicain et les militants, les cadres, ceux qui tenaient, je dirais, les bureaux pro-Trump dans les petites villes. Il y avait un peuple Trump qu'on voyait très bien, c'était celui qui quadrillait les counties, qui quadrillait les États pour battre le rappel au nom de Donald Trump. Quant aux élus eux-mêmes, moi je les ai toujours trouvés, ceux à qui j'ai parlé dans mes discussions, beaucoup plus distants, sans doute peut-être parce qu'ils anticipaient la possibilité d'une défaite, mais en clair, eux ménageaient l'avenir, alors que les militants continuaient de proclamer le fameux slogan de Trump, Make America Great Again, MAGA. François Bujon de l'Étang, un mot sur votre vue, vous n'avez pas vos prévisions, mais votre vue sur la très proche élection en Géorgie? C'est difficile à dire. Je pense qu'en Géorgie, les républicains sont quand même fortement implantés. C'est un État républicain depuis pas mal de temps. Les 2 sortants ont été en ballottage. Ce sont 2 sénateurs qui sont d'ailleurs pas des ténors du Sénat, honnêtement. David Perdue d'un côté et effectivement Kelly Loeffler de l'autre. Il serait possible que l'un des 2 sièges, me semble-t-il, bascule du côté démocrate. Les 2 sièges, c'est quand même beaucoup plus douteux. Alors c'est décisif, comme vous le savez, pour décider de la majorité au Sénat, puisque pour l'instant, il y a 50 élus républicains contre 48 démocrates. Ce sont les 2 qui pourraient faire la pointe. Je pense que la probabilité que les 2 basculent du côté démocrate n'est quand même pas l'hypothèse la plus plausible. Revenons, si vous voulez bien, sur cette élection de novembre. Et d'abord, sur la participation. Elle a été exceptionnelle. Quel enseignement peut-on en tirer? François Bujon.
Écoutez, elle a été exceptionnelle, oui, elle a été très très élevée, puisque c'est autour de 67% finalement, une fois fait tous les comptages et recomptages. D'habitude, la participation pour une élection présidentielle se situe plutôt dans les 50, 55%, 58%. Elle avait été élevée pour l'élection d'Obama, en la première des deux élections d'Obama. Elle avait été, j'ai oublié le chiffre exact, mais autour de 60% quand même. Voilà, je retrouve le chiffre. Il avait été élu, oui, dans 58,2%, c'est ça. Là, on est à 67, ce qui est évidemment beaucoup plus élevé, et il y a eu d'ailleurs plus de votants qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire des États-Unis. On dit beaucoup que M. Trump a eu plus de votes qu'il n'en a eu 4 ans plus tôt. C'est vrai, il a eu 70 millions d'électeurs, mais enfin, il ne faut pas oublier que M. Biden en a quand même eu à peu près 7 millions de plus. Ce qui fait d'ailleurs de la victoire de Biden, il faut quand même le souligner, une victoire extrêmement nette, avec plus de 7 millions de voix d'avance dans le vote populaire et avec un vote au collège électoral qui ressemble un peu à celui de 2016 d'ailleurs, c'est-à-dire une bonne majorité de 306 sièges contre 232, c'est très bien. Mais la participation a été très élevée cette fois-ci pour toutes sortes de raisons. Il y avait conjonction entre une personnalité exceptionnelle qui était M. Trump et le fait qu'il suscite tellement de passions contradictoires que l'élection avait largement l'allure d'un référendum pour ou contre Donald Trump, et ceci explique l'exceptionnelle mobilisation d'un côté comme de l'autre. En même temps, il y avait évidemment l'épidémie du Covid qui faisait des ravages, ce qui fait que le vote par correspondance a été très encouragé et que beaucoup d'électeurs y ont eu recours. Donc la mobilisation a quand même pu s'exercer de cette façon-là, malgré l'épidémie. Ce sont toutes les raisons pour lesquelles, bien entendu, il y a eu une énorme participation. Est-ce que c'est exceptionnel? Oui, c'est exceptionnel historiquement, c'est la plus grande participation historique, mais c'est peut-être la marque de ce qui se passera encore à l'avenir si la politique américaine reste aussi profondément polarisée et aussi profondément radicalisée. Et il n'est pas du tout impossible que nous retrouvions des taux de participation de ce genre dans l'avenir. Richard Verlet, vous qui avez donc parcouru une partie de quelques États des États-Unis avant l'élection, vous avez été 3 semaines avant l'élection presque, vous avez été étonné par cette très forte participation, par cette participation exceptionnelle, ou vous l'aviez senti venir très vite? Alors moi, je l'ai senti venir parce que, outre les votes par correspondance, vous savez qu'ils sont au cœur de la contestation du scrutin par Donald Trump, puisqu'il estime que c'est les fameux votes par la poste qui ont permis à Joe Biden de frauder, selon lui, et de l'emporter, ce qui est évidemment totalement faux. Donc il y a eu une explosion des votes par correspondance, mais il y a eu aussi quelque chose dont on a moins parlé, c'est dans de nombreux États l'ouverture du vote de manière anticipée à cause du Covid. C'est-à-dire qu'on permettait aux gens, par exemple dans un État comme le Texas, pendant tout le mois d'octobre, les électeurs, dans la plupart des comtés, parce que c'était au niveau des comtés que ça se décidait, il était possible pour les électeurs de se rendre en général soit dans l'école, soit au siège du comté pour voter. Et ces votes anticipés, ça a très bien marché, parce que ça permettait aux électeurs de ne pas faire la queue, mais néanmoins de voter physiquement et non pas de mettre leur bulletin par correspondance. Et là, je peux dire que quand j'ai vu ça au Texas, quand j'ai vu le nombre de gens qui me disaient, on était 15 jours, 3 semaines avant le scrutin, et ces gens me disaient qu'ils avaient déjà voté, qu'ils étaient déjà allés au bureau de vote, là, j'ai compris qu'il y aurait une très forte mobilisation. Une mobilisation qui s'explique évidemment parce que tout ce François vient de dire au niveau de la polarisation, au niveau du personnage extrêmement central et polarisant de Donald Trump, mais aussi à cause de la situation de la pandémie qui a poussé énormément de gens à dire ça ne peut pas durer comme ça. Le pays est en train de partir à volo, littéralement. Il n'y a pas de politique anti-Covid. Il faut se ressaisir. Donc, paradoxalement, la Covid, la pandémie a été un élément qui aurait pu décourager les gens de voter, mais qui, selon moi, a été une forme d'accélérateur démocratique, que ce soit lors du vote anticipé dont je parlais à l'instant ou via le vote par correspondance. Oui. Il y a eu 101 millions de votes par anticipation sur un total de 144 millions de votants.
Oui, ça donne en effet la mesure de l'intérêt pour cette élection. Est-ce que les résultats par État justifient qu'on parle d'une Amérique divisée, François Bujon de l'Étang? Sur le plan géographique, oui, mais ce n'est pas nouveau en réalité. Ça se confirme une fois de plus. Les deux côtes, la côte atlantique et la côte pacifique, sont massivement pro-démocrates. Les grandes villes, dans l'ensemble, sont largement pro-démocrates. Et les votes républicains se situent dans l'intérieur du pays, dans l'interland, si vous voulez, entre les deux côtes. Alors, quand vous regardez la carte des États bleus et des États rouges, vous avez très très fort l'impression que les États bleus sont largement concentrés sur les deux façades océaniques et sur les grandes villes, et que l'intérieur du pays est très très rouge. Ce n'est pas nouveau, ça ne date pas de cette élection-ci, ça s'est confirmé avec éclat cette fois-ci, mais c'est un phénomène déjà ancien. Alors ça, c'est sur le plan géographique. Maintenant, sur le plan politique, il y a une polarisation extrêmement forte qui tient au fait que les deux partis, les républicains et les démocrates, se sont l'un et l'autre radicalisés au cours de toutes ces dernières années. Le Parti républicain a commencé à dériver vers la droite à partir de la fin des années 60, mais ça s'est énormément accentué au cours de ces 20 dernières années. Et le Parti démocrate, on l'a vu avec les primaires et le succès dans les primaires de Bernie Sanders et d'Elizabeth Warren, a également tendu à dériver vers la gauche. Donc cette radicalisation elle-même est un autre facteur de division en deux Amériques. Richard Verly. Oui, moi j'ai été frappé par une autre division, non pas la division entre une Amérique démocrate, une Amérique républicaine, mais la division au sein de certains États clés, parce que la conséquence de ce que vient d'expliquer François, et c'est d'ailleurs peut-être une raison de s'interroger sur le modèle démocratique américain, c'est que le scrutin finit par se jouer dans quelques États seulement. Et donc on peut se poser la question, est-ce que le système est adapté à la réalité électorale, la réalité démographique aujourd'hui, quand in fine, tout va dépendre du résultat d'un État comme la Pennsylvanie, d'un État comme le Wisconsin ou d'un État comme l'Arizona, par exemple. Eh bien, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au sein de ces États, et je ne vais pas parler de l'Arizona où je ne suis pas allé, mais en Pennsylvanie, alors là, on a vraiment vu combien cet État très important, il est tout à fait symbolique du point de vue de la politique américaine, puisque la Constitution américaine a été proclamée à Philadelphie, eh bien, les divisions étaient profondes. Et là, on voit bien que des lignes bleues et rouges se dessinent de comté par comté, littéralement. Donc moi, ce qui me frappe, plutôt que la polarisation au sein de cet énorme ensemble qu'est les États-Unis, c'est la polarisation au sein de certains États où véritablement il y a un champ de bataille dans chaque comté et quelquefois ça en arrive à chaque localité et je pense que ça sera ça l'avenir de la politique américaine et ça pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que les deux partis ont compris maintenant qu'il faut faire du micromanagement politique, il faut viser les comtés, les localités qui peuvent faire basculer les comtés, et on peut s'attendre à ce que la prochaine élection présidentielle aille encore plus dans ce sens. Au fond, aujourd'hui, un candidat à la présidence des États-Unis n'a plus tellement intérêt à avoir un discours national, parce que comme l'a dit François, les grands ensembles sont acquis soit à l'un, soit à l'autre. Il a intérêt à battre le fer dans certains États. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, c'est ce qu'a fait Donald Trump. Il a fait, sauf erreur de ma part, 13 arrêts, ce n'était pas des meetings, c'était des arrêts en bas de son avion, 13 arrêts dans les 3 derniers jours de campagne, dont 8 dans la seule Pennsylvanie. Oui, il y a aussi un commencement de transformation, peut-être pas de bouleversement, mais de transformation. Si on regarde le nombre d'entreprises financières qui veulent déménager leur bureau et quelquefois leur siège social vers la Floride, ou si on regarde le mouvement très critique à l'égard de la Silicon Valley et de ces entreprises qui s'y sont installées et qui sont aujourd'hui jugées comme arrogantes, ce qui pourrait aussi modifier le paysage politique des États-Unis, non? François Bujon de l'Étang. Oui, mais il y a des sièges sociaux qui se transfèrent, effectivement, et il y a des raisons fiscales à cela. Oui.
parce que la fiscalité en Floride est extrêmement attractive, que beaucoup de sièges sociaux s'y transfèrent. Mais si vous voulez, je ne suis pas sûr que ça entraîne une conséquence très nette ou très rapide sur la sociologie électorale. Ce qui est très intéressant, quand même, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes, c'est très complexe tout ça. Ce qu'a dit Richard est juste, mais il reste qu'en réalité, dans la typologie des États, les vrais swing states, c'est-à-dire ceux dont il est impossible de dire à l'avance s'ils tomberont d'un côté ou de l'autre, ne sont pas très, très nombreux. Il y en a deux traditionnellement qui font des élections à eux seuls parfois. Il y a la Floride et il y a l'Ohio, qui cette fois-ci d'ailleurs ont tous les deux voté pour Trump. Mais par exemple, les États du Middle West, dans lesquels Biden a fait porter son effort, sont des États qui étaient traditionnellement des États démocrates et qui, en 2016, ont basculé du côté républicain un peu par accident et avec des marges d'ailleurs très très faibles qui se trouvent reproduites d'ailleurs cette fois-ci lorsqu'elles ont basculé dans l'autre sens. Le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie sont des États qui étaient traditionnellement démocrates et qui sont au fond retournés cette fois-ci dans le giron démocrate après avoir déserté en faveur de Trump en 2016. Mais par contre, vous avez des États qui sont structurellement républicains ou démocrates. L'État de New York, l'État de Californie sont tellement démocrates que les candidats républicains ne vont même pas y faire campagne, par exemple, parce qu'ils se concentrent sur ceux où leur présence peut avoir un impact. C'est tout à fait intéressant de voir par contre ceux qui basculent. Cette fois-ci, il y a un succès démocrate, évidemment, dans la Sun Belt, enfin, en Arizona, dans le Nevada, et puis une percée en Géorgie qui est quand même assez significative et qui montre que ça change. Et puis, il y a un État que je mentionne à part, parce que c'est le Texas, qui est un État structurellement républicain, mais quand même, on sent que ça bouge et que cet État, il est de moins en moins solidement républicain. Et le jour où le Texas basculera du côté démocrate, les choses deviendront vraiment très, très difficiles pour les républicains. Parce que, au-delà de toutes les complexités électorales dont nous venons de parler l'un et l'autre, il y a quand même un élément qu'il faut souligner, c'est que ça fait des années que les républicains n'ont pas gagné le vote populaire dans une élection présidentielle. Ils l'avaient perdu au moment de l'élection de M. Trump, ils l'ont perdu 2 fois avec les 2 mandats d'Obama, ils l'avaient perdu au moment de l'élection de M. Trump, puisque c'est Hillary Clinton qui avait en réalité plus de voix que lui, et cette fois-ci, Biden a 7 millions de plus que le candidat républicain. Donc il y a là une tendance lourde qui joue contre le parti républicain et qui évidemment serait aggravée si le Texas un jour devait basculer. Si le Texas basculait, lui aussi reviendrait à ses origines. Après tout, c'était l'État de Lyndon Johnson. Elles sont lointaines, ses origines. Mais enfin, elles ont existé. Ah, oui. Est-ce que on peut essayer de dresser les points forts, ou les points saillants plutôt que forts, de la présidence de Donald Trump sur le plan de la politique étrangère, sur le plan de la politique économique? Richard Verly? Écoutez, je pense qu'il y a eu incontestablement une présidence disruptive de la part de Donald Trump et que c'est le principal acquis. C'est-à-dire qu'il a changé la manière de faire de la politique. Voilà, pour moi, si je devais juger, au-delà de son bilan dont on va sans doute parler en termes de réussite ou d'échec, il a vraiment changé la manière de faire de la politique aux États-Unis. Il a amené l'insulte dans le débat public, c'est quand même la réalité. Il a amené le mensonge à un niveau jamais atteint dans le débat public. Il a amené des pressions presque physiques sur les élus dans un certain nombre de cas. Donc, il a joué de tout ce qu'il y avait de pire, on pourrait dire, dans son autorité pour arriver à ses fins. Alors ensuite, est-ce que dans certains domaines, il a réussi et dans d'autres, il a échoué, évidemment. En ce qui me concerne, il y a bien sûr, on va en reparler sans doute de la confrontation avec la Chine et ce qu'il a permis sur ce chantier-là. Moi, j'ai été frappé en étant aux États-Unis de 2 choses. La première chose, qui à mon avis explique quasiment intégralement l'adhésion des électeurs d'une frange de l'électorat importante pour Donald Trump, c'est l'économie. Il y a un sentiment généralisé qui moi-même m'a surpris, je dois dire, mais je ne suis pas un spécialiste des États-Unis. Il y a un sentiment généralisé que sous Trump, l'économie américaine allait mieux qu'avant. Et donc, là, on pourrait quand même, bien évidemment, il faut regarder les statistiques,
Bien évidemment, il faut nuancer en fonction des États, en fonction des types, des secteurs économiques. Mais ce sentiment-là, je pense que c'est sa principale victoire. Il a donné l'impression d'être un président pro-business et un président qui crée des emplois, d'où notamment le vote en sa faveur d'une bonne partie de l'électorat latino, ce qui a d'ailleurs surpris les analystes. Ça, c'est le premier point. Et pour moi, le deuxième enseignement et bilan de la présidence Trump, c'est tout simplement le fait qu'il a failli faire craquer les institutions, mais les institutions ont tenu. Il a tenté tout ce qu'il a pu pour les tordre, mais on voit quand même, et vous le citiez avec le vote du Sénat qui a donc surmonté, qui a refusé d'avaliser le veto présidentiel sur le budget de la défense, on voit bien que les institutions américaines sont quand même plus solides que parfois on ne le disait. Donc ce pays tient bon et ce président, on pourrait dire tout à fait atypique, n'a pas réussi à déstabiliser l'ensemble de l'édifice, me semble-t-il. François Bujon de l'Étang. Oui, il faut s'en réjouir parce qu'au fond, on peut considérer le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si vous voulez considérer le verre à moitié vide, vous pouvez dire que, bien entendu, il a fait un mal épouvantable à la démocratie américaine. Tout ce que vient de dire Richard est parfaitement exact. Il a tordu les institutions, il a exercé des pressions, il a insulté tout le monde, il a menti à tout. Il a utilisé quand même le mensonge comme instrument régulier de gouvernement. Enfin, on se serait cru par moments sous un régime de type soviétique pour le maniement du mensonge. Et puis là, depuis le 3 novembre, il a une attitude résolument factieuse. Ça porte un nom, son attitude. Elle est absolument factieuse. Il s'est comporté comme, par exemple, Laurent Gbagbo s'était comporté en Côte d'Ivoire en 2010. C'est à peu près pareil. Donc, il a effectivement introduit un nouveau style en politique dont on peut espérer qu'il disparaîtra avec lui, parce que c'est un style, bien entendu, de démagogue, de vedette de télé-réalité et pratiquement de gangster par moments. Ça, je crois qu'il faut le dire. D'un autre côté, si vous voulez regarder le verre à moitié plein, il faut se dire, et je suis content que Richard l'ait souligné, qu'effectivement, au niveau local, les instances de la démocratie ont très très bien résisté. Et finalement, malgré toutes les tentatives de ce bulldozer factieux de Trump, tout a tenu. Les juges locaux ont jugé les multiples recours sur leurs valeurs, et non pas du tout pour des raisons politiques, ce qui explique qu'ils aient tous été rejetés. Les commissions électorales locales, malgré des pressions presque physiques de la Maison-Blanche dans certains cas, rappelez-vous l'épisode du Michigan, ont tenu bon et ont certifié les résultats. Les gouverneurs républicains ou les secrétaires d'État républicains dans un certain nombre de pays, regardez l'Arizona ou la Géorgie, ont proclamé les résultats et résisté aux pressions de M. Trump. Donc, on peut dire que d'un côté, la pression a été très forte et les institutions démocratiques ont été mises à très, très rude épreuve parce qu'on a été au bord du coup de force ou du coup d'État de M. Trump. Mais de l'autre côté, au niveau local, au niveau des grassroots, comme on dit si bien, les institutions ont démontré leur vitalité finalement. Et je crois qu'il faut s'en réjouir. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de personnages importants. Je pense au chairman des Joint Chiefs of Staff, l'état-major, le chef d'état-major des armées américaines, par exemple, au moment où il y avait des émeutes dans un certain nombre d'États, dont l'Oregon et le Michigan, a publié un communiqué qu'on n'a pas suffisamment relevé pour souligner que les forces armées et lui-même étaient non pas au service de tel ou tel, de Pierre ou de Paul, mais étaient au service de la Constitution, ce qui était une façon de dire que les forces armées ne participeraient pas à une manœuvre factieuse. Il faut donc se réjouir de tout ça. Finalement, ce que les pères fondateurs avaient dessiné fonctionne, peu ou prou, malgré la malveillance ou la mauvaise foi de quelques acteurs. Puisqu'on en est à faire le bilan à la fois de la présidence Trump, mais quand même aussi le bilan des États-Unis aujourd'hui. Et là, je me tourne vers François qui connaît bien mieux que moi les États-Unis. Moi, j'avoue qu'une chose qui m'a surpris, c'est quand même ce labyrinthe des réglementations électorales qui diffèrent dans chaque État en termes de délai des votes par correspondance, en termes de calendrier du vote anticipé. Là, il me semble qu'il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'on ouvre une voie énorme à tous les recours possibles. Quand vous pensez que les votes continuaient d'être comptabilisés, les votes par correspondance continuaient d'être comptabilisés 2 semaines, voire 3 semaines après le scrutin, la seule idée, je l'avoue, vous savez, je sais qu'en France, le vote par correspondance est interdit depuis 1975. Il se trouve qu'en Suisse, on peut voter par correspondance. Mais il est totalement impensable
que le vote par correspondance soit dépouillé après la date du scrutin. La date du scrutin marque l'arrêt du dépouillement. Moi, j'avoue que j'ai été très surpris et je trouve très problématique qu'on continue de dépouiller des votes reçus par la poste 3 semaines après la clôture du scrutin. Donc là, il y a quand même peut-être quelque chose qui va mal au royaume démocratique américain. Non, mais bien sûr, il y a des tas de choses qui vont mal dans le royaume démocratique américain. Et vous aurez observé, Richard, que ce que vous dites était vrai dans certains États, mais pas dans d'autres, parce que les dates limites pour le dépouillement des bulletins variaient d'un État à l'autre, bien entendu. Les Américains ont réussi à avoir un système électoral qui est à la fois archaïque, c'est vraiment le cas du collège électoral, et byzantin. D'une formidable complication et c'est à mon avis sans espoir parce Ouais. que les conditions de révision de la Constitution sont tellement complexes qu'il est pratiquement impossible de changer ce mode de scrutin. On peut changer des modalités locales, mais pas l'économie générale du scrutin qui est évidemment héritée des pères fondateurs, mais qui devrait être, si on voulait le changer, ratifié, comme vous le savez, non seulement par les 2/3 du Congrès, mais par les 3/4 des 50 États, ce qui est pratiquement inconcevable. Oui, le système est archaïque, byzantin et sacré, enfin, est gravé dans le marbre. Peut-être faudrait-il maintenant que nous jetions un œil dans une autre direction, puisque évidemment Trump a tout fait pour accaparer l'attention, mais en partie cela a servi à son adversaire, dont on n'a pas beaucoup analysé le programme. Est-ce qu'on peut entrevoir ce que c'est que le programme de Joe Biden? Est-ce qu'on peut entrevoir ce qu'il y a de convergent et ce qu'il y a de divergent entre lui et sa vice-présidente? François Bujon de l'Etang, vous rappeliez tout à l'heure le gauchissement du Parti démocrate. Il y a d'ailleurs gauchissement et gauchissement. Est-ce que celui de Bernie Sanders est le même que celui de Kamala Harris? J'en suis pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, par exemple, Bernie Sanders existe toujours. Il a renoncé à sa candidature pour ne pas prendre le risque de favoriser la réélection de Trump, mais Bernie Sanders existe, il a des propositions précises, concrètes, qui concernent les Américains les moins bien lotis. Comment est-ce que tout ça, comment est-ce que cette ratatouille peut prendre, ou cette bouillabaisse peut prendre dans la marmite démocrate? Richard Verly. Dans l'immédiat, Joe Biden, il a une seule priorité, c'est la lutte contre la pandémie et la Covid-19, et il sera jugé là-dessus. Il est évident que Trump a été largement battu là-dessus aussi, parce qu'il a été non seulement dans le mensonge, dans le déni, alors que les Américains voyaient dans leur famille des gens mourir ou des gens être contaminés, mais d'autre part parce qu'il a été incapable de mettre en musique une politique fédérale, une politique digne d'un grand pays comme les États-Unis en termes de lutte contre la pandémie. Et il a, je pense, pour une large partie, perdu l'élection sur ce chaos sanitaire qu'il a lui-même orchestré, puisqu'au fond, je pense que s'il était, il le dira sans doute dans ses mémoires, il continuera de penser que le Covid n'est pas une maladie digne d'intérêt et que l'économie, la bourse restent des choses beaucoup plus importantes que cette histoire de microbes venus de Chine. Donc Joe Biden, d'abord la pandémie, ce sera son premier grand test politique avec les moyens que vient d'allouer le Congrès avec le plan de relance, mais il y en aura sans doute un second. Il travaillera sans doute à mettre en œuvre une politique de dépenses publiques et ça, je crois que ça va être le premier axe. Le deuxième axe qui va être le sien, et là, il faut bien le dire, c'est un peu du Trump sans Trump, c'est la relocalisation des entreprises aux États-Unis et au fond, c'est la création d'emplois aux États-Unis. Et ça, je crois que cet aspect-là, il est dans son programme, il va le poursuivre. Il espère sans doute de ce point de vue avoir la collaboration du secteur de l'économie qui lui est le plus favorable, c'est-à-dire les géants de l'Internet, les géants du numérique. Donc, je pense qu'il va s'appuyer beaucoup là-dessus, mais il va avoir clairement un effort industriel qui va l'amener à être en compétition directe, évidemment avec la Chine. Ça, on le sait. D'ailleurs, je crois que l'ambassadeur de Chine aux États-Unis vient de déclarer que la relation sino-américaine est à un tournant, mais il y aura aussi la confrontation qu'il ne faut pas nier avec l'Europe. Ça va faire mal. Trump a besoin que des emplois soient créés aux États-Unis et les emplois aujourd'hui, ça passe par exemple par Joseph Biden a besoin que des emplois soient créés aux États-Unis et ça passe notamment par une industrie qu'on connaît bien, c'est l'industrie de l'armement.
Par contre, là où il va y avoir une différence majeure, c'est la réintégration des États-Unis dans le concert international. Et ça, il l'a dit, ça va passer par la réintégration de l'accord climat, le fameux accord de Paris de 2015, et par la volonté de remettre les États-Unis au centre du dispositif multilatéral. Maintenant, est-ce que c'est possible et est-ce qu'il aura des exigences avec ce retour et quelles seront ces exigences? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour le dire, mais ce ne seront sûrement pas des États-Unis béni oui-oui qui vont revenir sur la scène internationale. Ils auront de fortes revendications, de fortes exigences et il faudra en tenir compte. François Bujon de l'Étang. Oui. Je souscris à tout ça. Je le compléterai de façon un peu différente. D'abord, Joe Biden est un personnage qui a plusieurs caractéristiques. L'une, c'est d'être extrêmement expérimenté en matière de gouvernement. Nous voilà quelqu'un qui a eu 6 mandats de sénateur derrière lui et deux fois 4 ans de vice-président. Il connaît parfaitement bien le fonctionnement des institutions. Et deuxièmement, il a une autre caractéristique, c'est que c'est un modéré au fond. Ce n'est pas un démocrate de gauche, mais c'est quelqu'un de modéré, middle of the road, comme on dit là-bas, assez raisonnable et très expérimenté. Il a 3 priorités majeures. Je suis d'accord pour dire que la lutte contre la pandémie est effectivement sa priorité numéro 1. Il l'a d'ailleurs dit et redit, et on peut lui faire confiance dans ce domaine. Mais les autres priorités, c'est la relance de l'économie, et il y sera quand même aidé par le fait que le plan de relance de 900 milliards de dollars a fini par être voté par le Congrès après des semaines et des semaines de guérilla parlementaire et que Trump a renoncé, grâce à Dieu, à s'y opposer. Et puis il a une troisième priorité qui va être de reconstruire une administration fonctionnelle, parce que n'oublions pas que l'administration Trump a été complètement dysfonctionnelle, avec un certain nombre de départements ministériels complètement à l'abandon, dans lesquels des postes étaient vacants, où il y avait des intérimaires du niveau numéro 2 ou 3 qui tenaient les emplois, et beaucoup de nominations n'ont jamais été faites. Biden, lui, va restaurer une administration qui aura meilleure morale et qui fonctionnera mieux. Et puis, en politique étrangère, il va bien entendu revenir à la doxa traditionnelle des démocrates. Il va vouloir rétablir le leadership américain, alors que M. Trump s'était mis en congé de leadership, ce n'était pas du tout son problème. Il va revenir, en effet, Richard a raison, dans les institutions multilatérales. Il va jouer le jeu de la COP 21 de Paris, mais il va également remettre les États-Unis dans le jeu à l'Organisation mondiale du commerce, à l'Organisation mondiale de la santé, à l'UNESCO, aux Nations unies. Il va rassurer les alliés et il va vouloir agir vite également dans un certain nombre de domaines très importants qui sont les questions de contrôle des armements avec la Russie et bien entendu de prolifération nucléaire. N'oublions pas que dans les échecs de M. Trump, qui sont quand même très nombreux, notamment en politique étrangère, il y a le fait qu'il ne s'est absolument pas préoccupé de contrôle des armements, ni d'ailleurs de relations avec la Russie, puisqu'il était paralysé par toutes les accusations qui ont amené à son impeachment, et qu'il a lourdement échoué avec la Corée du Nord, malgré la mise en scène de rencontres avec Kim Jong-un. Il n'a obtenu en réalité aucun résultat. Donc on voit bien ce que seront les priorités de la présidence Biden. Pour le reste, il s'efforcera de consolider aussi les conquêtes ou les percées de l'administration Obama dans le domaine de l'assurance santé et de prendre peut-être un certain nombre de mesures plus à gauche s'il en a le loisir, une fois que les premières priorités auront été remplies ou satisfaites. Et nous laissons là en l'air la question que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle de l'unité du Parti démocrate et de la compatibilité, ou plus exactement du niveau de compatibilité entre le président et la vice-présidente, sans compter que nous ne mentionnons pas, parce que nous essayons d'être élégants, puis parce que c'est un très bel âge, mais nous ne mentionnons pas que le président en question a 78 ans, ce qui fait qu'en effet, il a beaucoup d'expérience, mais il a aussi beaucoup d'années. Qu'est-ce que nous savons de la compatibilité entre Joe Biden et Kamala Harris, non pas sur le plan personnel, mais sur le plan de leurs idées politiques? Richard Verly. Écoutez Philippe, moi je suis allé à Berkeley enquêter sur Kamala Harris, qui est une fille de Berkeley, puisque sa mère, qui était indienne, enseignait à l'université de Berkeley. Et ensuite, Kamala Harris a fait toute sa carrière de juriste en Californie, successivement comme procureur de Oakland, ensuite comme procureur de San Francisco, puis au niveau de l'État de Californie, avant d'être élue sénatrice de Californie. Et elle venait de terminer son premier mandat lorsqu'elle a été candidate à la vice-présidente aux côtés de Joe Biden.
Moi, ce qui m'a frappé dans le parcours de Kamala Harris, c'est qu'elle n'est pas, je dirais, elle n'est pas du tout dans le camp Sanders. C'est quelqu'un qui a sans doute la compréhension de l'impératif social américain. Elle est de ce point de vue-là assez californienne. Elle est ce qu'on pourrait dire à gauche dans le sens américain du terme, mais pas du tout comme Sanders. Elle est d'ailleurs très liée aux firmes de l'Internet. Elle n'a pas du tout, je dirais, cette capacité à parler aux masses populaires, populaires au sens col bleu du terme, qu'a Bernie Sanders. Et donc là, pour l'instant, j'ai l'impression que dans le cabinet Biden qui se dessine, il y a peut-être le risque effectivement que Sanders soit le grand oublié de l'administration Biden. Biden peut se le permettre parce que précisément, la Covid-19 est en train de tout masquer. On n'en a que pour la pandémie aujourd'hui. Et donc, il serait très malvenu pour Sanders de réclamer, je dirais, sa part légitime du gâteau politique parce qu'il est populaire, ses propositions sont soutenues, à un moment où l'Amérique est totalement sinistrée. Mais moi, je pressens quand même des difficultés du côté de Bernie Sanders parce qu'il va, encore une fois, légitimement vouloir peser sur les choses où est-ce qu'il devrait peser sur les choses, et je n'ai pas l'impression que c'est Kamala Harris qui va l'y aider. Ensuite, sur l'âge, oui, écoutez, pour ceux qui ont été en reportage aux États-Unis ces dernières semaines, très franchement, soyons triviaux, l'expression utilisée par Donald Trump de Sleepy Joe, elle n'était pas tout à fait fausse. On avait l'impression, quand on mettait côte à côte la suractivité politique de Donald Trump, bien évidemment, totalement insensé dans une période de pandémie, ça c'est très important à répéter, totalement insensé de multiplier les meetings où souvent les gens n'avaient pas de masque, où ils étaient les uns sur les autres, etc. Mais il y avait du côté de Trump incontestablement une surénergie électorale que nous n'avons pas vue du côté de Biden, qui s'est beaucoup plus ménagé. Il avait sans doute raison. Moi, ce qui me rend confiance, malgré son âge certain, c'est qu'il a compris cette nécessité de se ménager. Il est un peu dans la posture du marathonien, il court son dernier marathon et je pense qu'il fera tout pour précisément ne pas tomber dans le piège qui serait d'avoir une suractivité qui ne lui correspond pas et qui n'est peut-être pas ce que les Américains attendent parce qu'après 4 années d'exubérance foutraque et chaotique de Donald Trump, beaucoup d'Américains voient quand même comme une bonne nouvelle le calme de Sleepy Joe. François Bujon de l'Étang. Oui, le calme et l'expérience, effectivement. Il n'est pas si sleepy que ça, d'ailleurs, et il l'a bien montré en réalité. Il s'est ménagé et il a eu la chance, au fond, que les conditions très particulières dans lesquelles la campagne s'est déroulée, qui interdisaient les cavalcades aux 4 coins du pays, qui interdisaient les grands rassemblements, tout ceci l'a plutôt servi, puisqu'il a donné l'image de la force tranquille, pour paraphraser quelqu'un de bien de chez nous, dans son basement à Wilmington, dans le Delaware. Mais surtout, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il est en train de nommer un cabinet autour de lui de gens qui sont dans l'ensemble extrêmement compétents et qui sont assez consensuels et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont pas mal d'expérience. Il y a des novations aussi là-dedans. L'idée de nommer une indienne, alors non pas une indienne comme Kamala Harris, mais une Native American. Amérindienne, oui, une Native American, au département de l'Intérieur, qui gère le bureau des affaires indiennes, par exemple, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, il n'y a pas de gens vraiment marqués très à gauche, pour l'instant, dans le cabinet désigné par Joe Biden, qui reflète très bien cette image d'expérience, de calme et de modération qu'il veut donner. Et je pense que Richard a raison en disant que c'est peut-être de ça que l'Amérique a envie après la frénésie trumpienne. Quant à la dialectique Biden-Kamala Harris, elle est très difficile on n'en sait pas suffisamment encore pour pouvoir véritablement la caractériser. Je suis d'accord pour dire que Kamala Harris n'est pas une personnalité de la gauche démocrate, pas vraiment. Et puis c'est une Californienne, mais elle n'a pas ce côté très novateur de Bernie Sanders, qui parlait d'ailleurs non seulement aux masses laborieuses, mais qui parlait très bien aux jeunes et singulièrement aux étudiants, puisqu'un des points les cardinaux du programme de Bernie Sanders, c'était la gratuité des études universitaires. Et on verra si dans ce domaine, l'administration Biden sera en mesure de faire quelques pas dans la direction recommandée par Bernie Sanders et d'ailleurs par Elizabeth Warren, qui, elle, reste très active au sein de la majorité démocrate.
François, vous avez représenté la France, je l'ai dit tout à l'heure, pendant de nombreuses années aux États-Unis, de diverses manières et à divers titres. Vous connaissez le secrétaire d'État? Je connais d'abord, je connais le président, parce que je connais bien M. Biden, qui était évidemment sénateur du Delaware et qui était membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat lorsque j'étais ambassadeur, et qui a même à la fin été président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Donc je le connais un petit peu. Et le secrétaire d'État, bien sûr, Tony Blinken, est quelqu'un que je connais bien parce qu'il était à la Maison-Blanche avec M. Clinton. Il s'occupait des affaires d'Europe occidentale. C'est un interlocuteur extrêmement agréable. C'est un diplomate expérimenté. Il a été éduqué en France. Il est bilingue. Il a fait ses études à l'école active bilingue à Paris. Il parle parfaitement le français. Et c'est un très bon diplomate, très expérimenté, qui va reprendre en main une administration, le département d'État, qui a été littéralement sinistrée sous Donald Trump. Nous avions eu la chance de l'avoir comme l'un de nos invités quand nous étions allés à l'époque de notre émission par voie hertzienne. Nous étions allés à Washington avec Jean-Claude Casanova et avec Jean-François Revel, et nous avions eu comme deux interlocuteurs américains parfaitement francophones l'un et l'autre, Tony Blinken et le regretté, il est mort il n'y a pas très longtemps, Joseph Wilson, je crois, the third or the fourth, je ne me souviens plus. Enfin, qui était un très remarquable personnage un francophone confirmé. Un excellent. Pour mettre un terme à cette conversation qui a beaucoup de sujets devant elle, mais nous reviendrons dans le courant du trimestre sur ce qui va se passer aux États-Unis. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que Donald Trump laisse des bombes à retardement derrière lui, Richard Verly? Il en laisse au moins trois. La première, c'est son électorat. Il y a des hardcore Trumpistes, des supporters ultra de Donald Trump dans de nombreux États américains, en partie dans les États républicains. Et ceux-là, ils vont continuer de battre le pavé, ils vont continuer de manifester, ils vont continuer d'exprimer leur colère, leur ressentiment, et ils vont continuer de diffuser ces fake news qui étaient la devise en quelque sorte de Donald Trump et qui deviennent le cancer de la politique aux États-Unis comme ailleurs. Donc le premier écueil, la première mine que laisse Donald Trump sur le chemin de Biden, c'est d'abord le soutien dont il dispose dans une partie importante de la population. La deuxième mine qui a déjà explosé, mais qui va continuer de faire des sous-munitions, pour employer un langage militaire, c'est évidemment les fake news. C'est cette capacité à ne plus différencier le mensonge et la vérité. Il a véritablement mis la télé-réalité au cœur de la politique américaine dans des proportions absolument aberrantes. Alors, la difficulté, c'est que pour jouer ce registre-là, il faut être Donald Trump. Si vous n'êtes pas Trump, vous ne pouvez pas jouer de la télé-réalité en politique. Mais il a montré que c'était possible. Aujourd'hui, on ne voit pas qui pourrait adopter la même posture que lui, mais il a clairement montré que ça, c'est un registre qui fonctionne dans l'Amérique, dans l'état où elle est aujourd'hui. Et enfin, troisième chose, moi je crois qu'il a quand même durablement discrédité aux yeux d'une partie de la population l'élite politique américaine. Il a discouru sur le thème des politiciens inutiles, et ça c'est très dangereux. Parce qu'une fois de plus, eh bien, ça mine la démocratie représentative. Et là, il faudra toute l'expérience, non seulement de Joe Biden, mais de son cabinet et aussi des sénateurs, y compris des sénateurs républicains, une forme d'expérience et de sagesse pour que les Américains reprennent confiance dans leurs représentants. Et rappelons quand même ce que vous avez souligné l'un et l'autre tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les institutions ont résisté, notamment l'institution judiciaire, dont on avait un peu lieu de craindre qu'elle ne soit très sensible à Donald Trump et à ses pressions, notamment la Cour suprême, où les deux derniers nommés par lui avaient été dans des conditions très, très contestées et avaient sans doute même, du coup, paraissait en tout cas être encore plus trumpiste une fois nommé qu'il ne l'était en arrivant, et finalement non, quand la Cour suprême a été consultée, la Cour suprême n'a pas donné dans le panneau de l'annulation
des résultats électoraux. François Bujon de l'Étang sur ces Moi, bombes à j'allais ajouter, retardement. effectivement, là, je reviens sur cet aspect judiciaire, d'abord pour dire que j'ajouterai à la liste que vient de faire Richard Wehrli le système judiciaire, justement. Ça, c'est une des bombes à retardement que laisse M. Trump derrière lui, c'est que pendant ces 4 années, il a nommé des quantités de juges conservateurs à tous les échelons du système judiciaire. On a les yeux un petit peu trop rivés sur la Cour suprême, mais il l'a fait dans toutes les cours d'appel, tous les circuits fédéraux. Il y a un nombre de juges conservateurs considérables qui ont été nommés. Et à la Cour suprême, il a nommé 3 juges et vous avez aujourd'hui effectivement 6 juges conservateurs contre 3 juges, disons, plus modérés. Alors ça va se sentir beaucoup dans les années qui viennent et n'oubliez pas que les juges à la Cour suprême sont nommés à vie. Roosevelt, quand il se battait avec eux au moment du New Deal, s'en plaignait d'ailleurs du gouvernement des juges. Je disais le drame avec les juges de la Cour suprême, c'est qu'ils démissionnent rarement et qu'ils ne meurent jamais. Et nous allons de nouveau avoir ce problème parce que beaucoup de ces juges nommés par M. Trump sont relativement jeunes. Ils ont une cinquantaine d'années, ils ont 30 ou 40 ans d'espérance de vie judiciaire devant eux. Donc voilà une bombe à retardement. Alors cela dit, à propos de l'élection, Trump s'était sans doute, avec son côté un peu enfantin, fait des illusions. En pensant qu'il allait pouvoir nommer des juges à la Cour suprême, il s'est imaginé que la Cour suprême, du coup, allait être systématiquement de son avis. C'est absurde, bien entendu. Ces juges sont des juristes tout à fait éminents qui jugent en droit et non pas en politique. Mais par contre, leurs décisions auront sur l'évolution de la société américaine une très, très, très grande importance dans les années qui viennent. Alors ça, c'est ce que je voulais ajouter. Sur le Trumpisme sans Trump, je voudrais qu'on y réfléchisse 2 secondes parce que ce qui vient d'être dit est vrai. Il sera très difficile de faire du Trumpisme sans Trump. L'absence d'un leader républicain présentant les mêmes caractéristiques que lui, c'est-à-dire outrancier, abusif, tenant vedette de la télé-réalité, tout ceci ne se reproduit pas et on va retomber sans doute sur des profils de politiciens démocrates, des politiciens républicains plus classiques. On voit très bien les Ted Cruz et les Marco Rubio qui vont commencer à donner de la voix au Congrès, sont des profils beaucoup plus classiques. Donc je ne suis pas sûr que le Trumpisme subsiste avec sa même dose de fake news et de dose d'invective. Ce que nous allons revoir, c'est un parti républicain conservateur réactionnaire du type de celui qui a existé avant Donald Trump. Il ne faut pas oublier que Trump, je le dis toujours, Trump n'est pas arrivé par hasard. Il a surfé sur une vague qui était celui de la radicalisation droitière du Parti républicain, qui lui est très antérieure. Et je me souviens très bien notamment d'avoir vu arriver au Congrès, après les élections midterm de 1994, le Contract for America et Newt Gingrich, qui préfigurait à bien des égards ce que serait plus tard Donald Trump. Et c'est ce type de parti républicain que l'on va retrouver, mais un parti républicain qui va se trouver quand même très endommagé d'avoir joué à fond le système Trump et qui va devoir payer, je pense, un certain nombre de pots cassés. Voilà, donc le Trumpisme ne pourra pas durer sans Trump et je n'arrive pas à croire que M. Trump, après le 20 janvier, va continuer à s'adonner à la politique et à mener une guérilla quotidienne. Il est déjà lâché par la presse, il a été lâché par Murdoch, il a été lâché par Fox News et même un journal comme le New York Post, qui était vraiment une des feuilles qui donnait le plus dans le sens de M. Trump, a publié une première page il y a quelques jours écrivant « Mr. President, stop the insanity ». Arrêtez la folie. Donc, c'est sur cette adresse à Donald Trump, si vous voulez bien que nous allons nous séparer, que je vais vous remercier, non sans avoir rappelé que donc la semaine prochaine, l'émission sera en direct et en public, mais via Zoom, que dans notre lettre d'information que nous allons mettre en circulation ce soir ou demain matin, vous trouverez le lien qui vous permettra d'écouter en direct l'émission et de participer ensuite à la période d'échange avec le public. Je voudrais aussi vous rappeler que donc nous diffusons chaque semaine un supplément, un BADA, qui porte sur le monde de la culture, auquel nous essayons de donner des visages et des voix différentes pour montrer ce monde dans sa diversité plutôt que de le montrer d'une manière statistique ou d'une manière générale. En ce moment, vous pouvez de toute façon remonter la chaîne de tous les BADA depuis le premier, mais vous pouvez entendre
particulièrement le dernier, qui est la deuxième partie d'un entretien avec Jeanne Herry, la réalisatrice du film Pupille. Et puis, la semaine prochaine, vous pourrez entendre une conversation avec Johanna Bivin, qui s'occupe d'un centre culturel et spirituel dans les Côtes d'Armor. Je remercie ceux qui nous aident dans la fabrication de cette émission, Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Olivier Magloire qui assure la veille de nos plateformes financières comme Nicolas Tourneau assure la vitalité du site, et puis Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui sont nos producteurs. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, dimanche 10 décembre, pour cette émission en direct avec le ministre, le secrétaire d'État, non pas le sénateur, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune. Merci beaucoup et au revoir.